Je vous laisse le petit bouchon. Ils ont l'air d'être prêts à ce qu'on enregistre aussi les questions. Après les questions-réponses, on va. Chers amis du club Mine Énergie, des clubs associés, notamment Mine Matériaux, chers amis de la PCMine, nous sommes très heureux ce soir de pouvoir inviter deux spécialistes sur un sujet qui fait la une dans les journaux, qui sont les batteries. Alors, je dois tout de suite dire que cette conférence a été montée par Emmanuel Horowitz et Jean-Pierre Capron, et je vous remercie pour leur persévérance pour monter cette conférence. Donc, ce soir, nous avons le plaisir d'avoir Madame Virginie Vialet et puis après, Monsieur le professeur Masquelier. Donc, Madame Vialet, vous allez nous présenter un panorama des batteries actuelles et des technologies qui se développent pour les générations de batteries futures. Vous êtes maître de conférence à l'université Jules Verne, et c'est l'université de Picardie, Jules Verne, vous travaillez, faites de la recherche au laboratoire de réactivité et de chimie des solides. Les activités du laboratoire sont consacrées à la synthèse d'électrolytes pour les batteries tout solides, à leur caractérisation physico-chimique et à leur intégration dans la batterie. Il ne suffit pas de faire que ça marche sur une paillasse, après il faut que ça rentre dans un objet qui peut vivre sa vie industrielle ou d'usage. Et vous avez aussi travaillé sur le développement des couches protectives pour les matériaux actifs de cathode. Vous avez publié plus de 40 papiers et vous avez contribué à 7 brevets. Ensuite, je présente tout de suite le professeur Masquelier parce que vous gérez le temps à vous deux. Vous nous parlerez des batteries, plus particulièrement sodium-ion, et de la cristallochimie des matériaux des cathodes. Alors, vous êtes ici à l'école des mines, la cristallographie, on aime bien ça. Donc, nous espérons avoir de belles images parce qu'il y a des cristaux, il faut qu'il y ait des belles images. Donc, vous êtes professeur à l'université Picardie-Jules Verne depuis 2000. Et directeur du laboratoire dont nous parlons depuis 2025. Vous avez travaillé donc depuis 30 ans sur le sujet, sur la cristallochimie des matériaux conducteurs ioniques, ce qu'on appelle les électrolytes solides, en langage un peu plus vulgaire, et l'extraction, insertion réversible d'ions lithium ou sodium. Tiens, lithium, on entend parler aussi de lithium, donc vous allez nous dire. Vous êtes co-auteur de près de 200 publications et vous avez participé ou êtes l'auteur d'une trentaine de brevets. Donc je vous laisse gérer le temps. Le sujet est complexe, mais nous espérons avoir de bonnes images et de belles explications. Je vous remercie pour cette introduction et je remercie aussi le club pour cette invitation à faire un panorama des technologies et des batteries actuelles en développement, ce qui était un sujet très très vaste. J'ai essayé de remplir au mieux au cahier des charges. Je ne pourrais pas forcément répondre à toutes les questions parce que ce n'est pas complètement tout mon domaine à chaque fois, mais je ferai au mieux, nous ferons au mieux avec Monsieur Masquelier pour y répondre. Donc le plan de notre exposé, de mon exposé, sera une introduction pour présenter quand même le laboratoire, un petit peu contexte et puis un peu d'histoire, mais surtout pour introduire des définitions. Les technologies actuelles, et en fait il n'y a pas que le lithium-ion, le plomb tient encore beaucoup sa place, et nickel également et sodium également. Nous verrons après ce que c'est quand même la technologie lithium-ion qui domine et on verra pourquoi. Et on présentera un petit peu un état des lieux des matériaux actifs de batterie, que ce soit la positive ou la négative. Les modèles courants de batterie, parce que ça c'est important, ça a aussi une implication sur les packs qui sont développés et quelle batterie pour quelle application. Et puis évidemment, technologie en développement, que ce soit lithium ou post-lithium. Alors, juste pour vous situer Amiens, parce que des fois les gens ne savent pas où est Amiens, donc Amiens est à... Non mais c'est vrai, vraiment, donc je ne sais pas si vous... Est-ce que tout le monde... Vous ne savez pas où est Amiens? Oui. C'est vrai? Ah, peut-être. Sinon, je vais prendre le micro. Pourtant, oui, c'est vrai, il ne marche pas. Alors, je ne sais pas s'il faut... Il fonctionne? Ah, d'accord. Je vais prendre le micro comme ça. Est-ce que vous m'entendez mieux? Oui, pardon. Très bien. Donc Amiens est situé à 140 km au nord de Paris
et est très connu aussi pour sa cathédrale, pour Jules Verne. Il y a beaucoup des ponts, des monuments Jules Verne, et Jules Verne est enterré à Amiens, et aussi les ortillonnages avec son réseau de canaux et de jardins, donc une très jolie promenade. Et pour présenter alors le LRCS, le hub de l'énergie, donc le LRCS, notre laboratoire, est situé au hub de l'énergie. Et le hub de l'énergie est le quartier général du réseau RS2E que je vais vous présenter juste après. Et donc c'est un grand bâtiment de 5500 mètres carrés, dans lequel on trouve effectivement le LRCS, notre laboratoire, mais pas que. Il y a aussi une plateforme de pré-transfert, une plateforme de caractérisation, en particulier de microscopie, qui est très bien équipée, qui vient de s'équiper d'un thème très performant. Le LRCS est une unité mixte de recherche. Mixte, ça veut dire qu'elle dépend à la fois, ses tutelles sont le CNRS et l'université, c'est-à-dire que en fait, vous avez 123 membres permanents, et 123 membres en tout, donc 48 permanents chercheurs et enseignants-chercheurs, donc maîtres de conférences et professeurs, et 75 non permanents, donc ça fait la force vive aussi du laboratoire, avec des doctorants, des post-doctorants, des masters et des attachés temporaires à l'enseignement et la recherche. Et le hub de l'énergie héberge également 2 startups, donc 15 membres de Tiamat. Alors les chiffres évoluent, grossissent, et puis Tiamat va bientôt être amené à bouger et devient maintenant une méga factory. Aussi les membres de G-Light, donc plus sur photovoltaïque, et aussi héberge également la société A2Mac 1. Donc vous pourrez poser des questions si ça vous intéresse. Ce qui est important, donc le quartier général du RS2E, qui a été monté par Jean-Marie Tarascon en 2010. Et ce réseau sur le stockage électrochimique de l'énergie est vraiment très important. Et Jean-Marie tenait à cœur parce que ça permet de réunir 17 laboratoires de recherche, que ce soit CNRS, université, dans toute la France, et puis de regrouper aussi 3 organismes de recherche, dont le CEA, l'INERIS et l'IFP, et puis également 16 partenaires industriels, et de manière à favoriser les échanges du point de vue fondamental académique, et de favoriser le passage de l'état académique à des applications, et Tiamat en est un bel exemple. Et donc, on a des réunions par an, des collaborations, des white papers qui font des réunions très, très, très riches et très intéressantes. Au niveau des activités du laboratoire, c'est essentiellement les batteries, que ce soit des matériaux d'électrodes, des matériaux hybrides, et après, plus que les matériaux, il y a aussi les électrolytes, liquides, solides, et puis leur intégration dans des batteries, avec des batteries classiques, des batteries tout solides, métallaires à circulation, avec une activité de modélisation qui porte un petit peu sur l'ensemble des activités, qui est très forte. Et nous avons aussi des activités sur le stockage de l'hydrogène et le photovoltaïque. Et puis, au niveau du laboratoire, donc il y a des plateformes de caractérisation, mais il y a toute une grande panoplie de techniques de synthèse, différentes techniques de synthèse en solution, par broyage, des caractérisations également thermiques, diffraction des rayons X, microscopie électronique, évidemment de cyclage électrochimique à différentes échelles et pour le tout solide, des mesures d'impédance pour la stabilité électrochimique et les mesures de conduction, et aussi des intégrations sous forme de batterie, que ce soit classique ou en tout solide. Et nous allons nous intéresser ici, alors il y a plusieurs façons de stocker l'énergie. Nous allons uniquement nous intéresser, et déjà ça prend beaucoup de temps, à le transformation énergie chimique en énergie électrique. C'est un très très bon moyen de convertir l'énergie, et on s'intéressera uniquement aux accumulateurs. Alors, je ne vais pas détailler toute cette frise chronologique pour les batteries, mais on voit que la batterie au plomb qui a été développée il y a très très longtemps, elle est encore très très utilisée. Et finalement, on va s'intéresser, je vais quand même reparler du nickel-cadmium et du nickel métal-hydrure, puisque on les trouve dans les véhicules électriques, que ce soit pour le nickel-cadmium ou le nickel métal-hydrure. Et puis on s'intéressera, je présenterai un tout petit peu les batteries haute température Zebra, et puis évidemment je focaliserai plus sur le lithium métal et le lithium-ion avec leurs applications. Et on verra que on voit un petit peu déjà, ce diagramme, j'aurai l'occasion de le développer, et on voit un petit peu énergie volumique, énergie massique, je vais le redéfinir, mais c'est important d'avoir les chiffres en tête. Alors, oxydoréduction, eh bien, on a un couple oxydant-réducteur, donc l'oxydant va gagner des électrons et se réduire.
Donc c'est la réduction. La réaction est réversible et on a l'oxydation. Évidemment, pour qu'on ait des réactions, il faut qu'il y ait deux couples redox avec des potentiels différents. Et le potentiel avec le couple avec le potentiel le plus élevé sera l'oxydant le plus fort. Et dans ces cas-là, la réaction sera spontanée. Et elle peut être réversible ou non. Et ça, c'est ça qui va être important. Et la première pile qui avait été développée, c'est la cuivre-zinc, je retrouve plus la pile Daniel, pardon, excusez-moi. La pile Daniel, cuivre-zinc. Justement, on a le cuivre. Donc là, c'est la réaction spontanée avec le cuivre de plus, coupe cuivre de plus, cuivre avec un potentiel de 0,34 volts. Le cuivre de plus est l'oxydant le plus fort. Il se réduit. Et le zinc s'oxyde en N de plus. Et là, la réaction est non réversible. Et là, on parle de piles, de système non rechargeable. Et après, on a tout un système de différents potentiels avec leurs différents couples, avec leurs potentiels. Et on voit déjà tout de suite que le lithium présente le potentiel le plus négatif. Et ce qui va être intéressant par la suite. Et c'est pourquoi il a eu beaucoup de succès. Donc, système pile non rechargeable. Quand on est en rechargeable, on parle d'accumulateur. Et dans ces cas-là, la réaction va être réversible. Et donc, pour tout cet accumulateur, on aura deux électrodes, positives et négatives. D'ailleurs, n'utilisons pas les termes cathode et anode, puisque comme la réaction est réversible, on préfère parler de... La cathode et l'anode changent. Donc, on préfère parler de matériaux électrodes positives et négatives qui baignent dans un électrolyte qui est conducteur ionique. Et puis, évidemment, les électrodes sont séparées par un séparateur qui est isolant électrique. Et puis, vous avez en décharge le mouvement des ions vers la négative et puis la réaction réversible pour la charge. Et donc, les 4 technologies qui sont actuelles, c'est la technologie au plomb, quand même, qui reste très développée, même pour les véhicules électriques, parce qu'elle est abordable, éprouvée, durable. Technologie au lithium, et on verra pourquoi, haute densité d'énergie, faible poids. Technologie au nickel, qui reste pour certaines activités, pour sa longue durée de vie et fiabilité. Et technologie au sodium aussi, qu'on trouve dans les batteries Zebra, relativement haute densité d'énergie, faible poids, qui est en train de se développer également. Et suivant les applications, suivant l'énergie ou la puissance dont on aura besoin, eh bien, on va adopter l'une ou l'autre des technologies. Alors, donc, suivant les applications, évidemment, parce que suivant les applications, on n'utilisera pas les mêmes systèmes. Et donc, on a 3 principaux segments de marché. Et actuellement, on a 20% du marché qui est consacré au petit électronique, tout ce qui est appareil ménager. À peu près 70% du marché qui est véhicule électrique, que ce soit la mobilité légère comme la mobilité lourde, donc les moteurs électriques d'avion, des avions de paquebot, et qui risque d'être multiplié très fortement, comme multiplié par 30%. Et puis, le stockage stationnaire aussi va se développer. Donc, le stockage des énergies renouvelables, mais pas seulement. Il y a aussi la continuité électrique des bâtiments critiques, comme les hôpitaux et les data centers. Et les data centers vont être amenés à se développer de plus en plus. Et les événements aux travaux en extérieur. Et vous aurez des exemples détaillés au fur et à mesure. Alors, je ne veux pas détailler la batterie au plomb, c'est juste comme ça, on a un exemple, j'ai préféré remettre les équations, les potentiels. La batterie au plomb, son potentiel est limité, donc vous avez les réactions qui est ici, mais elle équipe quand même beaucoup de véhicules thermiques. Alors, elle a des performances qui sont ce qu'elles sont, mais quand même, il y a faible autodécharge et puis respect de l'environnement, oui, dans la mesure où il y a des filières de récupération qui sont bien développées. Bon, après, il y a des défaillances, mais je pense qu'elles ont bien été améliorées, mais qu'on connaît et qu'on arrive à surpasser. Et puis, sinon, ces batteries, en fait, elles sont encore très utilisées puisqu'elles servent de batteries de démarrage pour les véhicules et certains hybrides. Elles servent de batteries de circuit de bord, mais également des batteries start-up dans les véhicules hybrides et électriques. Et en particulier, ça permet d'améliorer les termes de résistance au cycle, charge rapide, récupération de l'énergie de freinage. Et quand on regarde, donc dans les voitures thermiques, forcément, on a des batteries au plomb, mais vous en avez dans les voitures hybrides. Il y a toujours un moteur thermique et au moins un moteur électrique. Et on en trouve dans les non rechargeables et les rechargeables.
Et il y a tout un système, enfin après on considère qu'il y a du micro-hybride, du mild hybride, du full hybride. Et pris dans le rechargeable, il y a hybride rechargeable, mais on a aussi des modes de chargement et on a besoin d'une batterie au plomb. Et puis même dans les voitures pures électriques, on a aussi des batteries de circuit de bord de 12 volts, donc qui sont plus petites évidemment que les voitures thermiques, mais n'empêche qu'il y a 90% donc des véhicules électriques purs électriques qui sont quand même équipés encore d'une batterie au plomb. Alors, le nickel-cadmium, c'est vrai que même moi, je ne pensais pas que c'était encore développé, puisque ça avait été interdit pour les applications au grand public. Mais néanmoins, pour certaines applications, eh bien, elle continue à être utilisée. Alors là, vous avez une comparaison. Justement, on voit une batterie au plomb dans des conditions un petit peu de température élevée ou des conditions difficiles. On voit que la capacité diminue. Et alors que celle au nickel-cadmium diminue, mais beaucoup moins largement. Et donc, pour certaines applications, comme les systèmes d'urgence, comme les alarmes médicaux, les équipements médicaux, les batteries stationnaires, donc tout ce qui est raffinerie, centrale électrique, installation pétrolière, gazière offshore, on a encore de ce type de batterie, fait par exemple par la Saft. Nickel méthallhydrure, donc vous avez aussi les réactions qui sont indiquées ici. Et en fait, ce sont également des batteries qui ont été supplantées par le lithium, mais finalement, Toyota continue à travailler avec cette technologie. Donc les performances sont indiquées ici. Alors on verra un petit peu comment on calcule ces grandeurs, mais on a quand même une bonne densité, une bonne puissance. On connaît aussi les points faibles, mais n'empêche, on en trouve encore. Toyota, elle travaille sur cette technologie-là et va continuer à la développer, et même récemment. Et puis, alors peut-être point moins courant, moins connu, c'est les applications stationnaires, les batteries sodium. Donc là, on parle du sodium, mais en stationnaire, donc en sodium en plus liquide, qui n'est pas sans poser des dangers, mais c'est une technique qui est prouvée, qui existe depuis longtemps. Donc vous avez soit sodium-soufre, avec les réactions qui sont ici, et les performances indiquées, ou les batteries Zebra, avec du chlorure de nickel, et puis on transforme du nickel, avec les avantages et les inconvénients. Et c'est quelque chose qui existe, qui est bien, on en trouve, ça existe au Japon, ça existe dans différents endroits. Évidemment, il y a une faible emprise au sol. En fait, il y a quand même un petit peu une emprise au sol, mais bon, comme c'est pour du stationnaire, c'est moins gênant. Et les inconvénients, donc c'est quand même les risques classement ICP en France, donc installation classée pour la protection de l'environnement. Il y a déjà eu des accidents donc, qui sont maîtrisés. C'est vrai que ces accumulateurs fonctionnent, mais à très haute température. Donc là c'est du sodium, mais on verra que maintenant le sodium est en train de se développer pour toute application nomade, et c'est complètement différent. Alors, on va maintenant passer un peu plus au lithium. Et ce qui est intéressant pour le lithium, c'est que, évidemment, les gens se sont aperçus très vite que le lithium, très tôt, on a vu que le lithium avait une capacité élevée. Et donc, les premières batteries qui ont été développées avec du sulfure de titane ou d'autres composés étaient avec du lithium métallique. Mais très rapidement, alors il y a eu une commercialisation, mais très rapidement, on a vu qu'il y avait des problèmes de sécurité. Il y avait des dendrites de lithium, des courts-circuits, et donc ça présentait des risques très importants. Et la commercialisation a été arrêtée. Et elle a été reprise un peu plus tard, avec le développement du polymère. Et c'est ce qu'a adopté Bolloré et la Blue Solution. Et donc, face à ces problèmes de dendrites pour le lithium métal, et finalement, on s'est intéressé au lithium-ion. Il y a eu des découvertes. Les différents nos prix Nobel qui ont travaillé à développer différents matériaux. Et le lithium-ion a été commercialisé en 1990 par Sony. Alors le lithium, pourquoi il est intéressant? Parce qu'il a un potentiel qui est très négatif, et puis il a une capacité qui est très élevée. Je vous montrerai le calcul après. De toute façon, c'est 3860 ampères-heure par gramme. Alors ça, c'est pour le lithium métallique. Donc c'est un métal qui est très léger, mot brillant. Ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est de savoir quand même que sa manipulation se fait dans des conditions particulières, et qu'on doit le stocker en boîte à gants. Il y a quand même des précautions à prendre. Alors ici, vous avez une batterie LiCO2.
Je pense que bientôt, je vais pouvoir changer l'image parce qu'on est en train de passer de LiCO2 à d'autres technologies qui contiennent moins de cobalt. Néanmoins, j'ai gardé cette illustration. Donc, à l'électrode positive, vous avez du LiCO2 qui va donc en charge. Le lithium va se désinsérer et on va former du lithium plus et des électrons. Et puis, à la négative, matériau électronégatif, vous avez du graphite dans lequel va venir s'insérer le lithium. Et donc, votre réaction globale est la suivante. Et on a un potentiel, une tension de cellule de 3,9 volts. Et dans ces systèmes-là, vous avez un électrolyte liquide que je décrirai un petit peu après. Et c'est bon, votre réaction est réversible. Alors, ce qu'on va regarder, c'est là, vous avez ici, si on regarde les capacités en charge et en décharge, les cycles de charge-décharge de LiCO2, on a ces courbes ici. Pour le carbone graphite, nous avons ces courbes ici. Ce qu'on va regarder, c'est étudier les cycles de charge-décharge de chacun d'entre eux. La différence entre le potentiel des deux va nous donner la tension de notre cellule. Et au niveau de la capacité, donc là, c'est la capacité pour le calcul de la capacité, donc qui dépend du nombre d'électrons échangés et de la masse atomique de du matériau hôte dans lequel on va désinsérer du lithium. Et on voit que pour le carbone, si on regarde un carbone graphite, la capacité, puisque si on regarde la réaction, on peut insérer à 1 lithium, eh bien, vous avez ce calcul-ci, on a 372 alors c'est 0,372 ampères-heure par gramme ou milliampères-heure par gramme. Alors des fois, j'utiliserai l'un ou l'autre. Et pour LiCO2, si on avait un lithium, ça serait le double. On aurait 270. Mais en fait, on va voir que pour LiCO2, on est obligé de s'arrêter à 0,5 lithium et que la capacité est un petit peu plus faible. Ce qui caractérise aussi notre couple, c'est l'énergie et c'est le produit de la capacité. Alors, en fait, on tient compte de la capacité du matériau actif à la négative et à la positive, multipliée par la tension de la cellule. Et on parlera soit en watt-heure, soit plutôt en l'énergie spécifique ou l'énergie volumique, donc par kilo ou par litre. Et la puissance, là, c'est le produit de la tension fois le courant. Et on aura là des watts par kilo ou des watts par litre. Et ce qu'on va regarder également, c'est la capacité en cyclage. Donc là, ça, c'était pour les demi-couples. Mais là, si vous regardez pour votre système complet, là, vous avez le premier cycle, donc on a une forte capacité. Et effectivement, au fur et à mesure du cyclage, la capacité va diminuer parce qu'on a des réactions parasites, parce qu'on a du matériau qui va se déposer à l'interface. On va perdre forcément au fur et à mesure des cyclages. Et ce qu'on va regarder, c'est la cyclabilité. La cyclabilité et l'efficacité coulombique, qui est la capacité de la décharge divisée par la capacité en charge multipliée par 100. Et de toute façon, pour tout système, on aura une perte de capacité. Forcément, on veut que ça soit le moins possible et le plus long, au bout d'un grand nombre de cycles. Et après, on a un diagramme qui est très important, qui rapporte la puissance en fonction de l'énergie. Et suivant les applications, donc là, on a plutôt des applications qui sont nomades. Et puis, quand on est pour les petites valeurs de puissance, c'est les appareils qui sont petits. Puis, plus on augmente, on a des gros appareils nomades, voire des bus et des camions. Et puis sur cet axe, l'énergie, là c'est l'énergie, ce qu'on va stocker. Donc là, on va regarder plus avoir des applications stationnaires, du petit stationnaire au grand stationnaire. Et en fait, en fonction de l'application, on va choisir plutôt des matériaux avec de la puissance ou plutôt des systèmes avec de l'énergie. Et donc, je vous ai mis 1 kWh, c'est 20 ampoules de 50 watts durant 1 heure, 113 grammes de lithium métal et donc 600 grammes de carbonate de lithium pour avoir ces 113 grammes de lithium métal, pour avoir des idées. Donc ça, c'était pour les applications. Si on regarde maintenant pour les technologies qui existent, on voit que ce qui est le plomb acide, c'est ce qui est en orange. Je ne sais pas si vous voyez bien avec le pointeur. Oui, le point. Donc là, vous voyez, donc ces batteries au plomb, c'est limité. Après, nickel, métal, hydrure, suivant comment on agence nos matériaux, comment on s'organise, on est ici dans le domaine. Et on voit que pour le lithium-ion, on peut couvrir un grand domaine de puissance et d'énergie, d'où la polyvalence des batteries lithium-ion suivant la chimie que vous allez avoir à l'intérieur ou la mise en forme de vos électrodes. Donc, suivant les matériaux utilisés, on aura la technologie lithium-ion permet d'avoir de grandes densités d'énergie et de puissance et c'est pour ça qu'elle est très développée.
Mais par contre, c'est un système qui est très, très complexe. Donc, quand on parle de batterie, alors on l'a déjà vu pour les accumulateurs, mais donc il y a le collecteur de courant, il y a les matériaux d'électrodes négatives, matériaux d'électrodes positives, il y a le séparateur, qui est aussi un matériau critique, et puis vous avez eh bien votre électrolyte. Et donc, et votre électrode, c'est une électrode. Il faut savoir que c'est une électrode qui est un composite, qui est un mélange de matériaux actifs, de carbone conducteur, parce que souvent les matériaux actifs ne sont pas assez conducteurs, donc on rajoute du carbone. Et puis on rajoute aussi d'autres additifs. Donc c'est un mélange composite. Et puis après, donc, tout ce qui va être important, c'est la formulation de ces différents matériaux. Et l'importance de la taille et la morphologie aussi des différents constituants, en particulier du matériau actif. Et en jouant sur la morphologie des constituants, sur les mélanges, on va pouvoir améliorer l'action chimique et améliorer les performances de la batterie. Mais on voit que c'est des systèmes, dès qu'on change de technologie, eh bien, il faut améliorer l'électrolyte. Alors, je ne vais peut-être pas tout détailler, mais c'est quand même des solvants organiques, donc ça limite la fenêtre en potentiel, ça limite aussi les domaines de température dans lesquels on va travailler. Ça contient des sels de lithium, d'électrolyte, puisque sur notre espèce échangée, c'est le lithium. Et on a des tas d'additifs qui sont nécessaires, en particulier des inhibiteurs thermiques. Et les solvants utilisés couramment, ce sont des solvants linéaires, je vous en ai mis un petit peu détaillé ici, des solvants cycliques. Et on ajoute quelques sels de lithium, donc vous en avez des exemples, qui contiennent du fluor, ce qui peut poser des problèmes, qui sont réactifs avec l'eau. Donc, c'est l'électrolyte qui pose le plus de problèmes de sécurité. Le séparateur est aussi important, donc on peut utiliser différents types de séparateurs. Souvent, le séparateur est cher, c'est un matériau qui est cher, dans une batterie aussi. Et vous avez différents types de séparateurs qui sont des polymères, donc j'insisterai pas trop dessus, mais c'est quand même important de le savoir. Et généralement, on a des systèmes, des séparateurs qui sont très fins, donc 20 micromètres. Et puis, il y a les matériaux actifs. Et les matériaux actifs, on a quand même quelques matériaux, mais je vous ai mis quand même ceux qui sont les plus utilisés, que ce soit l'électrode négative, donc je vais les reprendre, je vais les présenter, et les matériaux d'électrode positive ici. Et tout va dépendre. Pour avoir un bon matériau idéal, il faut un bon conducteur ionique électronique. Donc souvent, il va falloir jouer sur la taille du matériau. Donc ce n'est pas le tout d'avoir un matériau, il faut aussi qu'il soit avec la bonne morphologie. Avec une structure ouverte qui permette la circulation des ions de lithium, et on a finalement un nombre de candidats relativement limité. Alors, au niveau des batteries lithium-ion commercialisées, juste pour les batteries de téléphone portable et avoir un peu des idées en tête des grandeurs, des quantités de lithium qu'on trouve dedans. Donc, pour une batterie de téléphone portable, donc on a à peu près 0,5 g de lithium. Et là, on a 3,6 volts. Et par contre, donc 3,6 volts, c'est à peu près le potentiel de carbone, graphite, hélice et CO2. Et par contre, vous voyez qu'on a 1250 mAh. Donc ça veut dire que là, on a assemblé plusieurs cellules en parallèle de façon à avoir une capacité qui était plus importante. Donc ça permet déjà de jouer sur l'énergie stockée. Donc on a aussi le modèle prismatique. Et pareil, donc là 3,7 volts, mais on peut jouer sur la quantité d'énergie stockée et pas le potentiel. Vous avez les piles-boutons, vous connaissez. Et puis le modèle, les batteries cylindriques, sur lequel je vais un tout petit peu plus insister parce que, alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette notation 18650, ça vous parle ou pas? Oui. Donc 18, en fait c'est simple, 18 c'est le diamètre de votre canette et puis 650 c'est la hauteur. Et alors ce modèle est important parce que finalement on le trouve dans tout un tas de systèmes. Alors normalement on n'est pas censé ouvrir les chargeurs, mais quand on ouvre un chargeur par exemple d'ordinateur, on voit que ce sont des batteries 18650 qui sont assemblées cette fois-ci en série de façon à obtenir une tension plus élevée, parce que là on a 11.1, et puis aussi en parallèle pour avoir la quantité d'énergie stockée, et on a différentes dimensions. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir, et c'est un peu comme ça que on peut jouer sur... ce qui est intéressant, c'est les batteries 18650. Elle peut servir à plusieurs applications. Et c'est ce qu'on retrouve finalement dans une Tesla Model S. Alors maintenant, je crois que c'est plus tout à fait 18650, c'est un modèle un petit peu plus élevé, mais n'empêche que là, donc pour un téléphone, on a 4
Watt-heure. Bon, là, c'était des pouch cells, c'est pas des batteries 18650, mais dans un ordinateur, on avait des batteries 18650. Et finalement, dans une Tesla, ce sont aussi des cellules cylindriques. Et on voit qu'il y en a 18, c'est ce modèle-là. Et qu'après, elles sont assemblées dans des... Il y a un ensemble, donc il y a 74 cellules. Et après, on met 6 ensemble, ça fait un module. Et donc, une batterie, elle est composée de 16 modules. Et donc, il y a 7104 cellules. Mais du coup, ces cellules, elles peuvent servir à plusieurs choses. Donc, c'est pratique parce que c'est assez facile à... Ça peut servir, ça a plusieurs applications. Et après, on peut bien gérer aussi le BMS, enfin la gestion des packs et des modules. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, tout de suite, on voit, on passe de une grosse quantité de lithium, 5 kg de lithium, c'était pour les premières voitures un peu électriques. Et puis là, pour la Tesla, ça peut monter à 62 kg de lithium. Donc, on aura besoin de plus en plus de lithium. Après, juste pour expliquer un petit peu, alors entre un véhicule hybride et un véhicule électrique pur, quelle est la différence ? Ce n'est pas forcément les matériaux qui sont différents. Alors forcément, les industriels, ceux qui font des batteries, ceux qui vendent des voitures électriques vont avoir pour une même chimie, en fait, ce qui va faire la différence, ce n'est pas forcément la chimie, c'est le dimensionnement des électrodes. Et là, ce qu'on va regarder, c'est le puissance et l'énergie. Et pour un véhicule pour un véhicule hybride, finalement, ce que vous allez avoir, c'est des électrodes qui sont plutôt fines et une certaine chimie, mais ce qui est important, c'est des électrodes fines, de façon à ce que le transfert se fasse très rapidement. Et donc, vous avez un rapport puissance sur énergie qui est de 20. Et par contre, pour un véhicule électrique pur, là, vous avez des cellules de haute énergie avec des électrodes qui sont très épaisses, avec un rapport puissance sur énergie de 5. Et puis, pour les véhicules intermédiaires ou hybrides rechargeables, on sera entre les deux. D'accord ? Mais ce n'est pas forcément une chimie qui est différente, c'est la façon de mettre les électrodes, qu'elles soient épaisses ou fines. Alors, LiCO2, maintenant, on est en train de l'abandonner. D'abord parce que la capacité est limitée. On ne peut pas utiliser les 1 électron parce que la structure se débobine. Et c'est dommage parce que la capacité théorique était importante. Mais de toute façon, le cobalt est un métal qui est rare et cher et toxique. Donc, on est en train de s'affranchir de ce cobalt. Alors, on a essayé de s'affranchir en passant à LiNiO2 et là, on a 0% de cobalt, mais on va voir que malheureusement, on n'arrive pas à stabiliser cette structure. Et sinon, les technologies qui sont importantes qu'il faut retenir, c'est les technologies NCA, avec cette formule-là, que je vais vous présenter juste après, ou NMC, avec un certain pourcentage de cobalt, mais qui est réduit par rapport à LiCO2. Et donc là, je vous ai mis un petit peu les potentiels pour ces différentes espèces. Alors, ce sont les mêmes structures, LiNiO2, NMC et NCA, c'est les mêmes structures, donc les principes d'insertion et des insertions du lithium sont les mêmes. Alors, LiNiO2 serait intéressant, mais par contre, en fait, il est difficile à faire au niveau de la synthèse. Donc, finalement, c'est encore un matériau qui n'est pas commercial. Par contre, ceux qu'on trouve commercialement, c'est la NMC. Alors, NMC, vous avez différentes formules de NMC. Vous avez la NMC 1.1, qu'on appelle aussi NMC 3.3.3, avec un tiers de nickel, manganèse, cobalt. Et puis, on peut diminuer encore le taux de cobalt avec la NMC 6.2.2 et la NMC 8.1. Et donc là, vous avez le calcul pour la NMC. Vous voyez qu'on gagne aussi en capacité. Et puis, vous avez la technologie NCA. Donc là, ce n'est pas du nickel, manganèse, cobalt, mais du nickel, aluminium, cobalt. Et là, c'est la technologie utilisée par Tesla et Panasonic. Alors, un matériau qui avait été un petit peu oublié, négligé, parce que son potentiel n'est que de 3,5 volts. Et puis, il avait une capacité qui était un petit peu moins importante que les matériaux qu'on a vus avant. Et à l'époque où il a été développé, il était difficile, on faisait un petit peu moins bien cycler, mais des améliorations ont été faites quant à la morphologie et au passage à l'échelle nanométrique et le fait qu'on enrobe de carbone. Et là, du coup, on a un matériau finalement qui reste intéressant, qui est très très bien,
qui est très sûr. Enfin, au niveau sécurité, c'est un matériau très très sûr. Et donc maintenant, il est très utilisé pour les applications de puissance et c'est la technologie qui a été adoptée par le marché chinois pour les véhicules électriques et aussi pour le stationnaire. Et on a une capacité qui est quand même intéressante. Donc ça, c'était plutôt pour les matériaux d'électrodes positives. Maintenant, pour les matériaux d'électrodes négatives, le carbone graphite est encore très, très, très utilisé. Donc vous avez la courbe de cyclage, donc là en charge et là en décharge, avec différents stades. En fait, on n'a pas forcément une solution solide, on peut avoir aussi différents matériaux. Et donc on a un matériau, on peut insérer réversiblement du lithium à l'intérieur du carbone graphite avec une capacité qui est intéressante. Et donc on a un matériau qui est intéressant, c'est pour ça qu'il est bien faible, bien utilisé. Et on a ce qui est important aussi, c'est que l'expansion volumique n'est pas trop élevée. Alors 11%, vous allez me dire, ça vous paraît beaucoup, mais ce n'est pas très important, ça je gère plutôt bien. Et la technologie, maintenant on essaie de passer au silicium, parce que le silicium, si vous regardez la réaction chimique et si vous faites le calcul de la capacité, on a une capacité qui est très très importante. Mais le gros problème, c'est le fait qu'on a une expansion volumique qui est très importante, 300%, ce qui fait que quand le lithium s'insère, le volume augmente, mais par contre, quand ça va se désinsérer, on va avoir des cracks et en fait, on va avoir de la matière active qui va ne plus être accessible. Donc actuellement, il y a beaucoup c'est même plus, il y a cette technologie est bien développée, il y a des mélanges carbone graphite avec du silicium. Et on essaie de travailler aussi sur les siliciums tout seul. Et donc, c'est une technologie qui est en plein développement et qui est même commercialisée. Un autre matériau d'électrode qui est très important, Alicat TI5O12, qui est très étudié pour le remplacement du graphite et qui est un matériau de puissance. Alors, pour un matériau d'électrode négative, il a un potentiel qui est élevé, puisque c'est un potentiel de 1,5 volts. 55 volts, mais par contre, l'avantage qu'il présente, c'est qu'il n'a pas du tout ce qu'on appelle un composé zéro strain, donc pas de changement de volume lors de l'insertion et des insertions de phénomènes de lithiation et d'élithiation. Et du coup, cette fenêtre de potentiel, elle permet d'éviter les risques de dépôt de lithium, de remplacer le collecteur de courant de cuivre par de l'aluminium moins coûteux, et on a des bonnes propriétés d'insertion, bonne cinétique, bonne stabilité thermique, bénin pour l'environnement et production de masse à bas coût. Alors, je ferai juste une diapo quand même sur le lithium polymère, qui a aussi sa place sur le marché, mais qui est quand même moins important. Bon, l'intérêt, c'est de travailler avec le lithium métallique. Vous voyez que là, à l'électrode positive, on a du LFP, LiFePO4. Et donc, les avantages, évidemment, c'est la haute densité d'énergie, puisqu'on utilise du lithium métallique. On a une sécurité grâce au polymère, l'absence de nickel, cobalt, cadmium et autres composants toxiques. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on fonctionne à 80 degrés Celsius. Il faut chauffer la batterie pour qu'elle fonctionne. Alors, je vais juste aussi parler des risques. Donc ça, il y a beaucoup d'applications qui sont faites et des collaborations au LRCS, mais pas que sur les risques. Une batterie, ça pose quand même des problèmes. Il existe des problèmes d'emballement thermique, on en connaît. Puis forcément, si on passe à une quantité de batterie plus importante, les risques sont encore plus importants. Et ces risques peuvent être dus à des agressions mécaniques, des expositions à des sources, au soleil ou si vous laissez allumer très longtemps. Donc la température va augmenter et puis vous allez avoir des transformations physico-chimiques de l'électrolyte qui vont poser des soucis et ces emballements thermiques. Et puis aussi la surcharge de la batterie. Donc on essaie d'éviter de travailler dans ces conditions, mais on peut, avec des mauvaises applications, rencontrer ces problèmes. Et donc c'est aussi tout un pan de recherche, et l'INERIS travaille beaucoup sur tous ces problèmes de batterie, d'emballement thermique. Et évidemment, ces emballements thermiques sont d'autant plus graves qu'on travaille avec des matériaux de grande capacité dans des espaces confinés. Donc, juste ici, pour vous montrer un petit peu l'évolution de tout ce qui est lithium actuel, les technologies actuelles. Donc, on voit que les demandes hors batterie, donc on voit peut-être pas, c'est pas toujours évident de trouver des bonnes figures et des figures bien claires. Donc là, c'est la demande hors batterie, donc on voit que ça augmente, mais ça augmente doucement.
Les batteries marché traditionnelles, ça augmente, mais aussi doucement, mais ça augmente progressivement. Et après, tout ce qui est véhicules électriques, là, les vélos, et puis et là, maintenant les voitures, là, on va avoir une consommation qui va être très, très importante. Et donc, les moyens, enfin, les demandes vont augmenter. Et est-ce que nos technologies actuelles vont permettre d'aller plus loin et de satisfaire les besoins? Eh bien non, puisqu'on a une limite avec la technologie lithium-ion actuelle et on est limité. Donc c'est la mesure qui est le point qui est ici. Hein, on est limité avec les technologies actuelles à 260 Wh par kilo. Et donc on a une limite intrinsèque. Et là maintenant, il va falloir trouver des nouveaux systèmes, des nouveaux matériaux pour développer des systèmes qui permettent d'avoir accès à des densités et des puissances plus importantes. Et on voit, alors vous ne voyez peut-être pas bien, mais c'est ce que je vais développer après, c'est différents changements de matériaux et en particulier le passage à la technologie tout solide qui permettra aussi d'utiliser le lithium métal à l'anode. Et donc on va gagner en énergie. Alors avant de passer aux nouvelles technologies, parce qu'on m'a demandé un petit peu d'évoquer aussi ce thème, c'est le recyclage et la fin de vie. Donc, ce qu'il y a, c'est que pour l'instant, on recycle encore pas tellement, enfin pas nous, puisque si on regarde la première vie finalement d'une batterie, elle est longue. Elle est de 10 à 15 ans. Et tant qu'on a 75% de l'état, enfin de la capacité de la batterie, eh bien, on a notre première vie de notre batterie. Et une fois que cette première vie est passée, eh bien on ne va pas recycler tout de suite puisque cette batterie, elle va pouvoir servir elle aura une seconde vie dans le stationnaire. Et donc, elle va avoir une vie qui va pouvoir encore durer même 15 ans en stationnaire. Donc, on va diminuer l'empreinte carbone et le recyclage se fera seulement après. Et puis pareil, analyse de cycle de vie. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en train de travailler puisque évidemment, il n'y a pas d'émissions de carbone, c'est pas zéro émission une batterie puisqu'il faut la faire et ça dépend de l'électricité qu'on utilise pour faire la batterie, les matériaux et ainsi de suite. Et donc là, il y a des études qui sont en train de se développer. Évidemment, ça mériterait de faire un séminaire complètement là-dessus. Et puis le recyclage, on va être obligé, on est obligé, non, il faut le concevoir quand on crée aussi les matériaux. Les directives européennes vont obliger de toute façon à recycler, ce qui est tout à fait normal. Et après, tout dépendra évidemment des matériaux que vous avez à l'intérieur. Et puis, recycler une batterie, ce n'est pas forcément évident. Il faut tenir compte de l'état de charge de la batterie. Donc, il y a tout un tas d'étapes à respecter. Et ces étapes qui sont compliquées aussi, elles vont dépendre de la chimie que vous avez à l'intérieur. Alors, pareil, chaîne de valeur des batteries de technologie. Là, vous avez la chaîne de batteries de technologie lithium en évolution. Donc là, tout est couvert. Et effectivement, ça va de l'extraction à la production, la fabrication, l'intégration, l'optimisation, le recyclage. Et là, on voit que pour les batteries lithium-ion, tout est bien couvert, mais ça reste en développement. Donc là, c'était un petit peu un bilan de tout ce que je vous ai présenté pour les technologies lithium-ion classiques. Et là, de toute façon, si on veut augmenter tout ce qui est capacité, il va falloir travailler sur d'autres systèmes qui sont peut-être basés sur le lithium, comme le lithium-soufre organique lithium-air, mais aussi sur des ressources plus abondantes comme le sodium-ion, et puis des ruptures technologiques avec le métal-air, les flux circulants et les batteries tout solides. Et toutes ces technologies sont représentées ici, et je vais vous les expliquer, mais vraiment très très rapidement. Donc là, vous avez la batterie lithium-soufre, donc avec du soufre à l'électrode positive, donc qui est un matériau très très abondant, très peu coûteux, avec une capacité qui est théorique très très importante. Mais le problème, c'est quand votre soufre réagit, vous allez former des polysulfures, et ces polysulfures vont venir se mettre sur votre électrode négative, et en fait vous allez se dissoudre aussi dans votre électrolyte et vous allez perdre de la matière active. Donc ça, c'est un système qui est intéressant mais qui est encore à l'état de recherche. Il y a quelques startups qui travaillent dessus, mais c'est un composé, une technologie qui est très intéressante. Vous avez aussi alors maintenant les batteries aussi lithium-air, où c'est du lithium bien la négative.
Et à la positive, vous avez l'oxygène, mais en fait, votre oxygène, votre action va se faire à l'interface d'un cathode d'un carbone poreux. Et donc, là, vous avez avoir en charge de votre batterie, vous avez avoir la réduction de l'oxygène et formée de peroxyde de lithium. Vous avez plusieurs étapes intermédiaires. En décharge, la réaction réversible. Donc, c'est très intéressant parce qu'on a une énergie qui est très importante. Mais par contre, alors il y a quand même des avantages. Hein. Forcément, il y a de l'oxygène. Ça peut être l'oxygène de l'air et dans ces cas-là, c'est facile. Mais par contre, si vous travaillez avec de l'oxygène des bouteilles, ben forcément, vous avez des problèmes de stockage. C'est un peu plus compliqué. Mais c'est une technologie qui peut être intéressante pour tout le secteur automobile et qui a des débouchés aussi dans les vélos, assistance électrique, drones. Donc, si on continue sur le métallaire, ben, le métallaire, on peut... plutôt que d'avoir du lithium, on peut avoir différents métaux. Donc là, donc il y a le zinc, il y a l'aluminium. J'ai pris l'exemple avec le zinc. Et à la cathode, vous avez aussi un carbone qui est poreux et dans lequel votre action avec l'oxygène va se faire. Et je ne vais pas tellement insister parce que c'est encore à l'état de développement, mais c'est des systèmes qui sont intéressants et sur lesquels les technologies, les recherches se font. Là, je laisserai M. Mascoli en parler, donc je vais passer très vite. Et une technologie qui est aussi intéressante, c'est la batterie à circulation ou à flux, redox flow en anglais, où vous avez ici une cellule dans laquelle vos réactions vont se faire à l'interface. Et en fait, votre matériau actif va être stocké dans des réservoirs. Donc ici, les réservoirs pour l'électrode négative, on parle d'anolyte. Là, le réservoir pour le matériau actif, catholyte. Et vous avez un découplage entre la puissance qui est disponible, donc le dimensionnement de la cellule qui est ici, et la capacité énergétique de votre système qui est dans la taille du réservoir d'électrolyte. Alors, vous avez des systèmes qui existent déjà. Alors, là, je vous ai pris un exemple avec le vanadium, qui n'est pas forcément le vanadium, on essaie de s'en affranchir un petit peu aussi, mais il y a quand même c'est une technologie qui existe et qui peut être utilisée en stationnaire. Donc, parce qu'il y a une longue durée de vie, un découplage de la puissance et de l'énergie. Bon, par contre, masse et encombrement important, ce qui est en stationnaire n'est pas si dérangeant, mais un coût élevé, fort taux d'autodécharge et le rendement qui n'est pas très important. Mais c'est des systèmes qui existent et qui sont développés. Alors, vous avez aussi tout ce qui est ion à valence multiple, donc qui peut être très intéressant puisque dans la formule, vous avez le nombre d'électrons qui intervient. Forcément, si on prend des ions à valence multiple, ben là, on va avoir 2 électrons échangés, 3 électrons, 2 électrons, et donc les capacités seront plus importantes. Par contre, le potentiel de fonctionnement est un peu moins négatif que celui du lithium. Et puis, si on regarde les capacités, ben forcément, puisqu'on a du métal et puis on peut échanger plusieurs électrons, on va avoir des capacités théoriques qui sont très élevées. Par contre, les problèmes, ça va être côté anodique, il faut une forme métallique, mais alors, il y a un avantage, c'est que ça forme moins de dendrites, mais par contre, il y a des couches passivantes et donc après, ça va être résistant et donc ça va poser des problèmes pour faire cycler. Et puis côté cathodique, il faut trouver des matériaux qui peuvent intercaler de façon réversible des ions multivalents difficiles à trouver, parce que vous avez des charges importantes. Et pour finir, on a vu les problèmes que pouvaient poser les électrolytes liquides organiques qui sont inflammables. Et on a du sel de lithium aussi, donc on a du fluor. Et le fluor peut réagir avec l'eau et en forme du HF qui est toxique. Et le fait d'utiliser ces électrolytes organiques fait qu'on a des températures de travail qui sont limitées. Et on a même des risques de sécurité qui sont très élevés pour des températures supérieures à 60 degrés. Avec la décomposition des électrolytes, le gaz toxique HF, les courts-circuits. Donc on a des gros problèmes. Et une solution possible, ça serait de remplacer l'électrolyte liquide par un électrolyte solide. Et les batteries tout solides seraient un moyen de répondre à ces exigences. Alors vous avez différentes... l'idéal, ça serait de travailler avec du lithium-métal, puisqu'on a une grande capacité. Et à l'électrode positive, on a une électrode composite, dans laquelle on est obligé forcément de mettre l'électrolyte solide. Et là, forcément, vous gagnez vraiment en capacité et vous gagnez normalement en sécurité. Et puis, ce qu'il y a, c'est que le lithium-métal, pour l'instant, ce n'est pas forcément très stable vis-à-vis de tous les électrolytes solides. Et les gens travaillent aussi sur des électrodes négatives composites. Donc, dans ces cas-là, vous gagnez moins en densité d'énergie, mais vous gagnez en sécurité. Par contre, c'est pas les deux verrous technologiques, c'est la conductivité de votre électrolyte solide, qui doit être le plus conducteur possible, hein. Et puis tout un système d'interfaces à gérer, puisque vous avez plein d'interfaces solides.
Alors, il y a différentes familles, hein, je ne vais pas avoir le temps de les détailler, mais vous avez des chercheurs qui travaillent sur les électrolytes polymères, d'autres sur les sulfures, les halogénures, les oxydes, avec chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Les sulfures, ils sont mous, on peut presser à froid. Donc, on a différents systèmes qui ont des très bonnes conductivités ioniques. Et les céramiques, les oxydes, eux, qui demandent des températures qui sont peu sensibles à l'humidité, donc faciles à travailler, mais par contre, plus difficiles à mettre en forme. Mais néanmoins, là, vous voyez, vous avez un petit peu différents dans le monde, différentes compagnies qui travaillent sur ces électrolytes et qui les développent. Donc, pour terminer, pour conclure, on voit que suivant les applications, il va falloir, on trace ce diagramme puissance en fonction de l'énergie, et on voit que la technologie lithium-ion, elle permet de couvrir une vaste gamme et d'énergie et de puissance, et de répondre à des applications nomades et stationnaires. Que notre accumulateur, c'est un système qui est très complexe, hein, qu'il faut travailler un matériau, c'est bien, mais en plus, il faut travailler sur sa morphologie. On a un nombre de candidats qui sont limités à l'électrode positive comme l'électrode négative, mais on a des matériaux et des matériaux qu'on peut améliorer. Et en jouant sur la morphologie et l'enrobage de carbone, on peut améliorer les performances. Et puis, il y a aussi une formulation, l'importance de la formulation, que ce soit pour les additifs et puis tout un tas d'autres composants. Donc, la formulation est importante. Bon, la SEI dont je n'ai pas parlé, si jamais vous voulez en parler, vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Il y aura le problème, donc j'ai parlé un peu de recyclage des batteries. Alors, j'ai parlé des batteries en fin de vie, mais pour les gigafactories, elles ont aussi un problème. Elles ont en tête le recyclage des scraps, parce que quand on prépare les batteries 18650, forcément, il y a une partie des bandes qui est inutilisée, mais sur lesquelles on peut récupérer la matière active et plus facilement, puisqu'elle n'a pas vu d'électrolyte solide, elle n'a pas cyclé. Je n'ai pas parlé aussi des disponibilité du lithium, et c'est un problème qui est important. Alors, il y en a beaucoup dans les océans, mais après, comment l'extraire, c'est encore pas complètement résolu. Et puis, au niveau des différentes technologies en cours, vous avez les différents matériaux dont je vous ai parlé. Et il y a tout un tas de technologies en développement qui intègrent le lithium ou sans lithium, et en particulier le sodium. Et on voit que sur le sodium, c'est en train de se développer énormément. Et je vous ai rajouté, puisque vous aurez cette présentation à disposition, différentes bibliographies. Donc, ce document qui est très bien, qui est en français et qui reprend un petit peu beaucoup de choses. Vous avez les techniques de l'ingénieur que vous devez connaître en plus, j'imagine, mais qui sont toujours vulgarisées, mais quand même très pointues. Vous avez aussi la collection IST qui présente des ouvrages très intéressants. Évidemment, il y a toutes les conférences qui sont données au Collège de France, que ce soit par Monsieur Jean-Marie ou les invités, et donc avec des présentations qui sont très très pointues. Et puis aussi les white papers, donc la roadmap sur batterie 2030, avec des documents qui sont très très intéressants, avec plein de détails. Donc je vous invite à les découvrir aussi. Et je vous remercie pour votre attention. Alors, comme vous voulez. Oui. C'est où, tu dis ? Voilà, et là, ça chiffre directement. Parfait. Bonjour, messieurs, dames. Donc, je vais vous parler de cristallochimie et de matériaux pour batterie sodium-ion, matériaux d'électrode. Je suis donc professeur à l'Université de Picardie-Jules Verne et j'ai fait mes études sur Orsay. Et je vais vous parler d'abord de la cristallochimie, qui est ma passion depuis que j'ai été formé à cette discipline par un ancien élève de l'école des mines, d'ailleurs, mon professeur quand j'ai fait ma thèse à Orsay. Donc je lui ferai un petit clin d'œil, ça me fait plaisir de le faire, puisqu'il m'a initié à la beauté des minéraux de l'école des mines. Et je vous parlerai en particulier de ce matériau, Na3V2PO4 2 fois F3, qui n'est pas un minerai naturel, que nous avons synthétisé dans notre laboratoire et qui a été à l'origine de la création de la société Tiamat, dont vous avez peut-être entendu parler et qui est, on peut le dire, leader dans le domaine des batteries sodium-ion, leader mondial, et une petite fierté amiénoise issue de travaux très fondamentaux
de cristallochimiste. Voilà, c'est le message principal que je veux vous passer ce soir. Effectivement, j'ai travaillé sur tous ces matériaux depuis une trentaine d'années, depuis ma thèse, sur des phosphates. Donc mon directeur de thèse, à l'époque, lui, il avait fait sa thèse à l'école des mines sur des phosphates d'aluminium hydratés, ou des phosphates de fer hydratés. C'est des problèmes très importants, il y a une cinquantaine d'années, autour de l'industrie. Et j'ai été donc sensibilisé, et en fait, tous ces matériaux existent sous forme naturelle, ces composés. Mais c'est des composés sur lesquels nous avons énormément travaillé au laboratoire pour les synthétiser, puisqu'ils contiennent tous, vous voyez, des éléments de transition, en particulier du fer ou du vanadium, des polyanions, sulfates, phosphates, silicates, plus ou moins hydratés, etc. Donc surtout, vous voyez, je me suis attaché aux composés au fer, puisque grâce aux polyanions, on arrive à obtenir des tensions de fonctionnement très intéressantes, utilisables dans des batteries et donc sans éléments de transition tels que le cobalt ou le nickel. Donc j'ai travaillé énormément dans ma carrière sur des composés au fer et des phosphates, et ainsi que plein d'autres composés relativement simples en termes de formule, hein, finalement, des phosphates, des oxydes, de cobalt, de vanadium, de titane, etc. Et donc là, vous voyez, j'ai surligné 3 composés sur lesquels nous avons beaucoup travaillé ces dernières années. Des composés polyanioniques, donc vous voyez l'anion phosphate, qui contiennent aussi du fluor ou pas, et qui contiennent du vanadium comme élément oxydoréducteur là, principal qui va nous donner nos tensions de fonctionnement dans les batteries. Et mon travail depuis une trentaine d'années, c'est ça, c'est mon approche vraiment personnelle, c'est d'étudier, de synthétiser. Je suis un chimiste du solide, vraiment, de formation chimiste du solide, à la française, on va dire, puisqu'il y a une grande école de chimie du solide, où je m'attache d'abord à fabriquer des matériaux le plus purs possible et de les caractériser structurellement le plus profondément possible. Et après, étudier le comportement de ces matériaux lors du cyclage électrochimique, en particulier grâce à des études de diffraction X ou de neutrons opérando qui permettent d'étudier le mécanisme d'insertion-extraction des ions sodium ou lithium dans ces matériaux. Donc ça, c'est des études très fondamentales avec le bonheur de pouvoir faire cette cristallochimie sur des matériaux très appliqués, en fait, puisqu'on peut parler de leur fonctionnement dans des vraies batteries. Les batteries que vous utilisez dans vos téléphones portables ou même dans vos véhicules électriques. Effectivement, comme Virginie l'a dit, Jules Verne avait écrit ça dans 20 000 lieues sous les mers. Hein. Je vous dirais en outre que les piles au sodium doivent être considérées comme les plus énergétiques et que leur force électromotrice est double de celle des piles au zinc. Voilà. Alors, c'est un petit clin d'œil venant d'Amiens. On trouvait ça intéressant à notifier et en face du fait du développement de ces batteries sodium-ion dont je vais vous parler. Alors, la raison essentielle, c'est, comme vous le savez, le prix du lithium, du carbonate de lithium, qui est certes très variable, qui a rechuté là, mais il y a des pics très importants. Et pour certaines applications, je ne dis pas toutes, pour certaines applications où le prix d'une batterie doit être très important, un facteur clé, le sodium peut avoir sa place. Hein. Je ne vous parle pas de densité d'énergie, où si on veut faire vraiment 1000 km avec une batterie, une charge, le sodium n'aura jamais sa place, mais pour plein d'autres applications, et en particulier de puissance, oui, il peut avoir sa place, si on arrive à faire des batteries peu chères. Hein, donc il y a plein de chimie, en fait, et pour plein d'applications et plein de commercialisations différentes, le sodium a toute sa place. Le sodium avec des matériaux polyanioniques, là, donc c'est toute la beauté de ces matériaux qui présentent des structures cristallines hyper stables, grâce à ces anions phosphates, qui maintiennent, entre guillemets, l'ion vanadium qui va être oxydé et réduit à sa place pour des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de cycles électrochimiques. Et c'est la beauté de ces structures polyanioniques. Certes, on perd un petit peu en densité d'énergie puisqu'on a la pénalité de la masse du phosphate. Si on parle de milliampères par gramme, oui, le phosphate, il a une masse et il ne sert à rien en termes d'échange électronique. Mais il est là pour stabiliser la structure pour des cyclages très, très, très longs. Et il est là aussi, grâce à l'effet inductif, sur lequel j'ai travaillé avec le professeur Godinov dans ma jeunesse, quand j'étais postdoc,
grâce à l'effet inductif, on peut avoir accès au potentiel redox très élevé pour le faire 3 fer de plus, par exemple, qui a permis l'identification et l'invention du composé LiFePO4, qui est maintenant dans 70% des véhicules électriques sur le marché chinois. Grâce à cet effet inductif que tous les chimistes du solide connaissent, en fait, hein, l'électroactivité des éléments de l'anion PO4, qui diminue la force de la liaison MO dans un octaèdre et qui fait bouger les valeurs des énergies des potentiels redox. Alors, on a travaillé sur des dizaines et des dizaines de composés pour effectivement illustrer cet effet inductif et faire une sorte de mapping de plein de potentiels redox à plein de niveaux d'énergie, du coup, pour pouvoir avoir des batteries qui fonctionneraient à des potentiels choisis, un petit peu presque sur catalogue, en fonction de l'élément chimique que vous mettrez dans cette structure polyanionique. Et ça, vous voyez, ça commence à dater un petit peu, ça a donc bientôt 30 ans. 30 ans, et avec beaucoup d'études qui ont été menées de par le monde sur plein de matériaux de composition différentes, qui contiennent du titane, du fer, du vanadium, du manganèse, du chrome, etc., qui présentent des potentiels d'intercalation variables, et donc on peut, un peu à la carte, fabriquer une batterie à la tension que l'on veut, et en particulier des batteries aussi aqueuses, si on respecte la fenêtre de stabilité de l'eau, et de la décomposition de l'eau, on peut fabriquer des batteries aqueuses très peu chères au sodium grâce à ces matériaux. Alors, j'en arrive maintenant à ce NVPF, Na3V2PO42 x F3, qui, et c'est ça que je vais montrer en particulier, nous avons pu le protéger en termes de brevets, en termes de propriété intellectuelle, grâce à une recherche très fondamentale qui nous a permis de découvrir sa structure cristalline particulière que nous avons vraiment protégée dans le brevet que nous avons déposé et qui est le brevet clé de cette technologie. Donc vraiment, j'insiste là-dessus et je vais vous montrer la toute petite subtilité de cette structure orthorhombique qui nous a permis, en plus du fait qu'on a identifié qu'il possédait des propriétés électrochimiques exceptionnelles de puissance et de durabilité, qui a conduit à toute une histoire avec plusieurs collègues français du RSEE, ainsi que le CNRS, bien sûr, et le CEA, au développement et à la création de l'entreprise Tiamat. Donc ce composé, on l'a identifié en 2013 avec une collègue espagnole, Maria Rosa Palacine, avec ma collègue Laurence Krogeneck de Bordeaux. Et alors, je ne sais pas si vous êtes très familier avec ces choses-là, mais là, 20C, ça veut dire que c'est un régime. On met un courant, on récupère un courant en décharge. 20C, ça veut dire on fait une charge en 3 minutes. 20C, d'accord ? 1C, c'est on charge la batterie en 1 heure. 20C, donc 60 divisé par 20, 3 minutes. Et donc, vous imaginez, sous courant, on peut avoir de la polarisation, on peut avoir plein de choses dues au transfert d'ions et ou d'électrons. Si on a un matériau qui, vous voyez, lorsqu'on passe d'une charge en 20 heures ou à une charge en 3 minutes, où on perd aucune capacité, où on n'a pas de polarisation, on se dit qu'il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Et ça, c'était vraiment des études au laboratoire, en pile-bouton, à Barcelone, et on a déjà commencé à optimiser un petit peu les électrolytes pour avoir de telles performances. Et c'est vraiment ce qui nous a poussé très, très rapidement. On a parlé très, très vite à Jean-Marie Tarascon, à Patrice Simon, nos collègues et amis. Ils se disent, il se passe quelque chose là, il faut qu'on essaye de faire de vraies batteries pour cela. Ce matériau que nous avons découvert, il possède une toute petite, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, ce qu'on appelle une distorsion orthorhombique. Vous voyez, une toute petite variation au millième d'angstrom, au 10 millième d'angstrom près, entre le paramètre A et B de cette maille, qui est directement la signature de sa stoichiométrie super précise F3 ici. Et nous avons trouvé, et de nouveau, protégé cette structure qui n'avait jamais été identifiée comme telle, toujours identifiée avant comme un matériau de structure quadratique. Et donc, on avait bien été malin, en fait, puisqu'on a repéré qu'il y avait 2 pics de diffraction ici et non pas 1, comme avant dans la littérature. Et nous avons protégé cette composition avec ce groupe d'espace. Voilà, exactement.
Lorsque le matériau est à F3, il est orthorhombique. Si quelqu'un fait un matériau orthorhombique en face de Tiamat ou autre, il est protégé. Nous avons été les premiers à protéger un matériau de structure orthorhombique. Voilà, c'est aussi simple que ça, mais finalement, c'était hyper important. Et en fait, on a montré qu'en fonction des conditions de synthèse, on pouvait avoir substitution d'oxygène, du fluor par une partie de l'oxygène. Et on a toute une gamme de matériaux qui contiennent différents ratios oxygène sur fluor, là, et qui vont avoir des propriétés différentes. Le composé idéal pour la technologie Tiamat, c'est le F3, Y égale 0. Là. Et on sait préparer à façon également des matériaux plus ou moins substitués oxygène fluor pour ce composé, qui vont avoir des propriétés électrochimiques différentes, des propriétés de transport d'ions différentes, des propriétés de transition de phase vers une phase totalement désordonnée vers 130-140 degrés, en fonction de, vous voyez, F3 ici, ou F2,5 ou 0,5. C'est-à-dire que, et vous voyez là, on est vraiment dans le petit pinaillage d'oxygène, fluor, etc. La structure cristalline. Non, mais c'est capital. C'est vraiment capital pour ce matériau. Et vous voyez, donc maintenant on commence à avoir l'habitude, là c'est toujours en électrochimie des solides, c'est ce qu'on fait. On regarde la composition et on regarde la variation de la tension. Hein, ou capacité, si vous voulez, en milliampères électrons échangés et tension. Et vous voyez, ce composé F3, là, il comporte ces deux plateaux à 4,2 volts versus sodium. Très élevé, en fait. Et à 3,6 volts ici. Ça nous fait une tension moyenne près de 4 volts, 3,9 volts. Ce matériau-là, où on a FO2, a une forme différente, ici une forme différente, etc. Nous avons étudié ce matériau sous toutes ses formes, et en particulier en faisant beaucoup de diffraction opérando au rayonnement synchrotron et au synchrotron de Alba, tout près de Barcelone. Donc ça, c'est mon dada, je fais ça depuis 30 ans. Mon rêve, mon dada, c'est d'observer les transformations de phase lorsqu'on extrait ou qu'on insère du sodium ou du lithium dans les matériaux. Il se passe plein de choses à température ambiante. On a des transformations de phase. Et vous voyez là, cette image symbolise ça un petit peu. On part de Na3V2 qui passe à une nouvelle forme à Na2,4, puis à Na2, puis à Na1, etc. Donc c'est très techno. Il suffit de balancer un faisceau synchrotron en transmission dans une batterie et on suit l'évolution de la structure grâce au diagramme de diffraction X. Nous, c'est notre spécialité. On sait étudier ça beaucoup à Amiens et à Bordeaux et on a mis en évidence ce diagramme de phase hyper complexe. On a mis en évidence ce diagramme de phase, et qui est encore plus intéressant, c'est que l'évolution du diagramme, de la diffraction en fonction, vous voyez là, à 5C, donc ça veut dire une charge, une décharge en 12 minutes. Ici, 25C, d'accord, donc en 2 minutes et demie. Ici, à 5C, en dessous de la température ambiante, en dessous de 0 degré. Donc on a trituré ce matériau sous toutes ses formes et on s'est rendu compte qu'il avait en gros la même forme de diagramme de phase, quelle que soit la température et quelle que soit la vitesse. Donc 25C, on a été capable de montrer ça. 25C, c'est vraiment exceptionnel. C'est-à-dire, on rêve de pouvoir charger une batterie en 5 minutes, vous voyez. Oui, vous en rêvez tous. Ou on n'a pas forcément envie qu'elle se décharge en 5 minutes. Mais en tout cas, si on peut la charger en 5 minutes et la décharger très lentement, on sera très content. Ou alors, on peut avoir besoin de pics de puissance, hein, comme dans une visseuse, comme dans certains, pour des démarrages, etc. Et donc, on a envie aussi des fois qu'elle se décharge en 5 minutes. Donc, ce matériau, de manière structurale, sa structure tient la route à toute vitesse. Et donc, voilà, on a répondu à un défi lancé par l'ANR, le CEA et le CNRS, donc pas mal de mes collègues du RS2E. On a gagné ce défi. La DGA nous a mis un petit challenge. Ils voulaient qu'on fasse un petit prototype d'un petit véhicule qui se déplacerait avec peu d'autonomie, mais qui se déplacerait à très basse température pour certaines applications un petit peu militaires. Voilà, on va pas trop le dire. En tout cas, ça nous a permis de faire cette démonstration et se dire, ben voilà, il faut créer l'entreprise Tiamat. Il faut créer l'entreprise Tiamat. Et voici son histoire un petit peu rapide. En 2012, vous voyez donc cette histoire du défi, etc. Et avec le CEA, on a fait nos premières cellules, les premières vraies cellules, 18650 à Grenoble. Et puis Tiamat est né en 2017. D'accord ? Plein de Plasticomium s'est lancé dans l'histoire.
Arkema, c'est lancé dans l'histoire. Stellantis, c'est dans l'histoire. Et premier produit commercial dans une visseuse, pour une visseuse, donc c'est un petit démonstrateur, on va dire, hein, commercialisé par Leroy Merlin quand même, d'accord. Vite épuisé, d'ailleurs. Même dans Leroy Merlin d'Amiens, il n'y en avait pas. On a dû se le procurer online, sur Internet. Bref. Avec les batteries non pas produites dans une gigafactory, mais produites au laboratoire d'Amiens, que je vous invite un jour à visiter, donc, dans notre unité de prototypage de notre laboratoire, qui était faite pour ça, qui était faite pour un jour, si un jour on a un matériau miracle, essayons de faire des batteries de démonstration. Ça a marché très très bien. Ça a marché très très bien. On a eu un petit coup de pouce aussi de communication grâce à Emmanuel Macron, qui est venu pour un petit peu booster l'entreprise Tiamat à l'époque. Vous voyez ici Jean-Marie Tarascon, Mathieu Morcrette et le premier PDG, Laurent Hubard, de la société Tiamat. Ici, le nouveau PDG, Hervé Boeuf, que vous avez peut-être vu dans les médias, il est quand même assez présent maintenant. Il est souvent interrogé dans les médias pour raconter la belle histoire de l'entreprise Tiamat. Plastic Omnium a réalisé des modules, d'accord, pour faire des tests avec l'industrie automobile. Stellantis a été très actif pour valider les batteries Tiamat. Et je vous montre là des données très récentes qui sont communiquées par l'entreprise, à laquelle je ne suis pas du tout salarié. On est juste membre fondateur avec 5 collègues. Et je ne participe pas du tout à la techno elle-même maintenant. Mais vous voyez, là, on parle de 10 000 cycles. D'accord, 10 000 cycles. Donc en gros, c'est des batteries increvables. C'est presque un mauvais signe pour un vendeur de batteries, puisque 10 000 cycles, il faut les faire quand même. Ça en fait des charges et des décharges. Donc, et le test, c'est ça. Le test de cyclabilité, c'est au-dessous de 80% de la capacité initiale. On considère qu'elle est finie, la batterie. Donc là, on est à 10 000 cycles à 25 degrés. Et encore plus impressionnant, je dirais même 2500 cycles à 55 degrés, qui est une température un petit peu critique où les composants de la batterie, en particulier l'électrolyte, se débobinent assez rapidement. Alors bien sûr, voilà la petite visseuse Tiamat. Maintenant, je vous annonce également, donc à partir de 2025, là, très bientôt, l'ensemble des produits Dexter de Leroy Merlin seront alimentés par des batteries Tiamat. Donc, pour l'ensemble de l'électroportatif Dexter, donc en dehors de cette petite visseuse, quand vous irez acheter peut-être dans 6 mois un électroportatif chez Leroy Merlin, vous aurez une batterie Tiamat made in France. Alors, made in France, pas complètement, puisque c'est la réalité du terrain, vous le savez peut-être aussi. Il a fallu quand même passer à la vitesse supérieure et produire des vraies batteries en grosse quantité. Et bien, ces grosses batteries et ces grosses quantités de batteries, elles sont actuellement produites en Chine. Believe it or not, d'accord, technologie française, invention française, brevet français, fabrication de cellules en Chine. Il faut aussi être réaliste. Ce sont les meilleurs au monde pour faire des batteries actuellement. D'accord. Donc, si Tiamat voulait des batteries vraiment reproductibles, etc., en attendant de se fabriquer sa propre gigafactory, ce qui est en train d'être fait, ils ont dû passer par là. Ils passent actuellement par là. D'accord. Donc, collaboration avec 2 entreprises. La seule bonne nouvelle pour l'instant, je dirais, donc c'est déjà une très bonne nouvelle qu'ils aient travaillé avec ces gens-là, mais l'autre bonne nouvelle, c'est que le matériau de cathode est fabriqué en France, et on peut le dévoiler également par Solvay Syensqo, qui a donc licencié tous nos brevets d'invention du matériau, en fait, via Tiamat, et qui est capable de faire maintenant le matériau à plusieurs centaines de kilos de batch, pour être envoyé en Chine pour fabriquer ces batteries. Pour fabriquer, vous voyez, ici, vous le connaissez peut-être déjà, mon collègue Mathieu Morcrette, certains d'entre vous, il est là, caché derrière. Il était en Chine il y a 2 semaines pour 250 mètres de film de NVPF. Ce matériau, là, vous voyez la petite maille orthorhombique dont je vous ai parlé, c'est ça. Et bon, il est produit, fabriqué sous forme de poudre par Syensqo en France. Et maintenant, les batteries sont fabriquées en Chine. En attendant... Très bonne question. Par la production du matériau de cathode, non, par voie solide. Par voie solide. Ils n'aiment pas trop, en fait, les voies humides, les industriels de la chimie, parce que ça fait beaucoup de solvants à évacuer après.
Euh, L'autre bonne nouvelle, alors vous m'avez dit c'est pas du français ça, mais c'est Endeavor, une grosse entreprise américaine de data center, qui vient d'investir très lourdement dans Tiamat pour la troisième série de levée de fonds, levée de capital. Donc Endeavor, ça a été annoncé il y a 2 semaines, donc c'est des nouvelles toutes fraîches que je vous amène là. Endeavor et assure en gros presque les 2 premières années de production de Tiamat en termes de volume de batteries à fabriquer. Donc c'est ça le montage, de batteries qui seront donc fabriquées dans cette gigafactory de Tiamat en cours de construction dans la banlieue amiénoise. Donc on est content que ce soit aussi amiénoise. Ça se passe même à Bove, dans le village où j'habite. Alors assez loin, suffisamment loin de chez moi, donc, ce qui fait que je ne la verrai pas, mais c'est sur le territoire de ma commune. C'était un hasard, bon bref, et avec un plan de production de 5 gigawattheures par an d'ici 5-6 ans, avec probablement les premières batteries produites au tout début 2027, si on est optimiste, sur la première ligne de démonstration prototypage qui sera assurée donc par Endeavor. Voilà ce que je voulais vous dire. Le message, il est dans ce slide, en fait. Hein. L'effet inductif, la structure, la cristallochimie des matériaux, phosphate, d'éléments de transition, on va dire, d'accord. La découverte de ce matériau et la protection de ce matériau. On est universitaire, certes, mais on dépose beaucoup de brevets. On sait qu'il faut protéger certains matériaux clés, et on adore ça. Et voilà, et Tiamat, une belle petite histoire. On espère que ça va continuer, et on espère que... voilà, même si tout n'est pas rose dans le monde des batteries, on sait qu'il y a d'autres gigafactories qui ont du mal, un petit peu en France. Mais en tout cas, là, Tiamat se différencie clairement par sa chimie déjà. C'est la seule gigafactory sur le sodium. Je ne vous cache pas qu'avec pas mal de collègues, on a encore déposé pas mal de projets pour trouver d'autres éléments, enfin essayer de trouver d'autres structures, si possible, qui fonctionneront aussi bien sans le vanadium, avec plutôt du fer ou du titane ou du manganèse. D'accord ? Parce que si on assume, l'idée c'est quand même vraiment de fabriquer des batteries pas chères, et le vanadium reste quand même problématique à ce niveau-là. Hein, même s'il a une valeur au recyclage du coup. Donc c'est un petit peu schizophrénique. Hein, si on fait une batterie contenant que du fer, personne n'en voudra pour la recycler, parce qu'il n'y aura pas de valeur ajoutée à recycler du fer dans un matériau de cathode. Voilà ma conclusion. Merci. Très bien, merci beaucoup pour vos 2 présentations. Et je crois que tu poses une question, donc voilà. Bien. Madame Vialet, Monsieur Masquelier, merci beaucoup pour votre exposé qui était à la fois très, très riche et en même temps très pédagogique. À cette occasion, je voulais rendre hommage au professeur Dautrey, qui n'est plus des nôtres, et qui, il y a 15 ans, alors que j'étais à EDF et que je m'occupais de bien autre chose, m'avait conseillé d'aller voir le professeur Tarascon pour m'intéresser aux batteries. C'est comme ça que j'ai fait connaissance du LRCS. Donc, justement, Monsieur Tarascon, au Collège de France, s'intéresse plus particulièrement aux électrolytes solides, et c'est votre cas. Et pour des raisons de performance et aussi pour des raisons de sûreté, si j'ai bien compris. Alors, le problème, c'est qu'à chaque fois, il faut définir un matériau, et à chaque fois, il faut définir une filière de recyclage. Donc, si j'ai bien compris, dans le cas de Tiamat, c'est un électrolyte solide. Non, là, c'est pour Tiamat, c'est électrolyte liquide. Hein. C'est électrolyte liquide. Ah oui, électrolyte liquide. On travaille sur des conducteurs ioniques au sodium également pour éventuellement faire des batteries tout solides au sodium et tout solides au lithium avec des composés au lithium. Mais Tiamat, c'est de l'électrolyte. Alors, ça serait un véritable miracle qu'on arrive à des telles durées de vie et puissance. Ça voudrait dire qu'on aurait résolu le problème mondial du tout solide. On n'en est pas encore là. Enfin, en tout cas, merci de cette précision, Monsieur Masquelier. En tout cas, à chaque fois, pour chaque matériau, pour chaque masse noire, comme on dit, vous devez redéfinir une filière de recyclage.
Et je pense que c'est le cas donc pour ce nouveau produit, que c'est en route. Et je me fais un peu l'avocat du diable. Il y a la filière métal air, qui avec je sais pas, du zinc, du magnésium, qui est peut-être, ou l'aluminium, qui est peut-être, je sais pas quelles sont ses performances, mais elle est peut-être moins gourmande en procédé indispensable. Donc est-ce qu'elle est toujours étudiée? Alors, j'avais deux plus petites questions. L'une, c'est au sujet des batteries stationnaires. Donc, il y a les parcs photovoltaïques. Et dans un rapport récent, l'Académie des technologies l'a préconisé pour des batteries un peu systématiquement pour les champs photovoltaïques. Quel serait dans votre cas ce qu'il y aurait de mieux? Et puis aussi, il y a la notion de cycle en électrochimie. Le cycle, c'est le temps. J'ai l'impression que c'est très élastique. Ça peut être très, très court et très, très long. Alors, il y a la durée du cycle, le nombre de cycles. Est-ce que vous pouvez dire un mot de tout ça? Voilà. Ben, effectivement, pour moi, le stationnaire, les critères numéro 1 pour réaliser, commercialiser et utiliser une batterie pour le stationnaire, ça peut être dans un champ de photovoltaïque, ça peut être autour d'un data center, ça peut être dans une maison, d'accord. La densité d'énergie, elle compte peu en fait, parce que si on enterre une batterie, qu'elle fasse 300 kg ou 800 kg, ça revient au même, je pense. Mais là, par contre, c'est la puissance va être super importante pour absorber les pics de charge ou de décharge, d'accord, et la durée de vie. Le nombre de cycles, ça. Donc les polyanions, c'est ça que j'essaie de dire, parce qu'il y a les polyanions et il y a les oxydes lamellaires. Les oxydes lamellaires, ils ont plus de densité d'énergie. Leur stabilité chimique sur 2000-3000 cycles, elle n'est pas là, d'accord? Elle n'est pas là. Et le troisième truc hyper important pour moi, c'est le coût. On n'y est pas encore pour le coût. Les dollars par kilowattheure ou les euros par kilowattheure. On n'y est pas encore pour le coût, pour le vanadium et pour les polyanions. Mais là, avec le CEA et Bordeaux et Amiens, on vient de breveter les matériaux polyanions à base de fer. Et on aura peut-être 2 fois moins de densité d'énergie, mais on aura peut-être un matériau qui coûtera 10 fois moins cher. Et donc le message que Virginie a dit aussi, hein, c'est plein de chimie, tout un catalogue de chimie, on va dire, pour tout un catalogue d'applications, et il faut juste être malin pour utiliser la bonne, avec la bonne clientèle, au bon prix. Regardez cette histoire du LFP, là, dont personne se... Enfin, j'ai travaillé dessus il y a 30 ans, en fait. Mais pendant 15 ans, ben non, ce n'est pas la densité d'énergie pour faire 600 km, mais en fait, maintenant, 70% du marché des véhicules électriques en Chine, c'est du LFP. Certains ici le savent très bien. Et ils sont en train de détruire une certaine partie de l'industrie des batteries en Europe grâce à ce LFP qui remplace le LMC sur lequel les industriels européens se sont entraînés pendant 10 ans. Et là, c'est plus la même chimie. Tout d'un coup, un matériau un peu moins performant, mais tellement plus durable et moins cher. Vous voyez. Donc ça, c'est ma réponse par rapport au stationnaire. Et l'autre question, c'était sur excusez-moi. Sur le nombre de cycles, alors le métallaire, je suis incapable de vous répondre. Toi, tu connais le métallaire, pas plus. Moi, oui, le zinc, ça serait super, mais bon, j'ai l'impression qu'on a des problèmes de cinétique. Ces choses-là, et la réversibilité électrochimique n'est pas terrible encore. Après, l'histoire de nombre de cycles et de durée, là, 10 000 cycles, effectivement, à un cycle toutes les 3 minutes, ça fait moins de temps que 1000 cycles avec un cycle en 2 heures, quoi, hein, en fait. Mais c'est pareil. Maintenant, il y a même des batteries qui ont fait des blends avec 2 matériaux d'électrode qui ont des propriétés différentes. Un qui va absorber la puissance et un autre qui va absorber l'énergie et qui vont conduire à, en gros, s'adapter à l'application voulue. Parce que pour un téléphone portable, on n'a pas besoin de 2000 cycles, en fait. Enfin, est-ce que vous allez garder votre téléphone portable pendant 10 ans? Pas sûr. Vous voyez. Donc, on n'a pas besoin, dans un téléphone portable, on n'a pas besoin d'une batterie qui fait 2000 cycles. Dans un stationnaire, oui. Voilà, c'est ma réponse. C'est une bonne réponse. Et c'est vrai que le fait de mélanger plusieurs chimies aussi, ça, j'en ai pas parlé. Et pour les voitures, effectivement, des fois, c'est des mélanges de 2 chimies. Des mélanges de 2 chimies. NMC, NCA. Donc c'est très au cas par cas. Merci pour ces éclaircissements.
jours d'expérience. J'ai deux, trois questions pour Madame Vialet et Monsieur Mascoli. La première, c'est que vous avez effleuré à un moment la question de la sensibilité des batteries lithium aux faibles températures. Parce que quand on est un conducteur électrique, la première chose qu'on apprend, c'est que dès que vous approchez les 0 degrés, vous perdez, enfin moi je perds 30 à 40% d'autonomie. Il paraît que la Tesla réchauffe ses batteries pour éviter ce phénomène. Et voilà. Bon, ça c'est ma première question. Ma deuxième question, vous nous avez fait vraiment rêver là, avec ces batteries au sodium, donc là c'est pour monsieur, mais j'ai pas bien compris, donc du coup votre Gigafactory, elle va être capable de produire, est-ce qu'elle va être capable de produire des batteries pour véhicules électriques typiquement? Et si vous pouvez nous résumer j'ai compris qu'il y avait des capacités de charge rapides, mais est-ce que pour un véhicule électrique ça va être applicable? Et la troisième question, un peu transverse, c'est les questions de coût. Alors, vous avez effleuré aussi plusieurs fois cette question-là, mais on a assisté récemment à une réduction drastique des coûts de batterie. Est-ce qu'à votre sentiment, c'est uniquement lié à un effet d'apprentissage, enfin un effet industriel classique? Est-ce qu'il y a des ressorts de matériaux derrière et vous semblez dire que vous, si vous éliminez le vanadium, vous aurez vraiment une rupture en termes de coût? C'est-à-dire comment tout ça se positionne sur les coûts, parce que c'est quand même ça qui va faire qu'une batterie va l'emporter par rapport à une autre, in fine. Tout à fait. Alors, pour l'histoire du comportement à basse température, d'accord, effectivement, idéalement, si on arrive, c'est pas c'est des dizaines de milliers de personnes qui travaillent dans le monde sur les batteries tout solides, où là, les conductivités, dans les électrolytes liquides ainsi que dans les matériaux, dans les conducteurs polymères, d'accord, on n'a pas une variation linéaire finalement de la conductivité en fonction de la température. On a une chute beaucoup plus rapide dès qu'on descend en dessous de 0 degré, ou même à partir de 10 degrés. Dans les électrolytes solides, on arrive à avoir des conductivités ioniques lorsqu'ils sont très bons conducteurs, et c'est le cas maintenant, on a des conducteurs ioniques à 10-2 Siemens par centimètre à l'ambiante, d'accord, et ils ont une meilleure conductivité ionique, et c'est ça l'essentiel, c'est le transport d'ions, à moins 10 degrés, à moins 20 degrés. Donc là, il y a beaucoup de progrès dans les batteries tout solides, mais le problème des batteries tout solides, pour l'instant, c'est la mise en forme des électrodes et des batteries elles-mêmes. On n'a pas résolu encore ce problème, mais bon. Concernant le coût, non, après, vous parlez de... Non, pour les batteries sodium, alors, effectivement, là, Tiamat et les batteries au sodium, pour l'instant, ne visent pas, en tout cas dans cette génération-là, du tout le véhicule électrique qui va vous emmener d'une traite à Nice ou à Bordeaux depuis Paris. Hein. La densité d'énergie n'est pas là, d'accord, par rapport à une batterie lithium-ion. Donc, c'est trop lourd parce que c'est des watts par kilo. En gros, on est presque la moitié pour les batteries sodium-ion, là, la moitié par rapport à une lithium-ion NMC idéale, enfin super performante que vous auriez dans une BMW ou dans votre Tesla, etc. Mais vous voyez, il y a eu énormément de progrès en Chine sur du LFP qui a une densité d'énergie beaucoup plus faible et qui est maintenant en train d'envahir les véhicules électriques en Europe et en Chine. Hein. Donc, vous entendez parler de batteries LFP dans les Tesla. Des fois, il y a même 2 batteries dans une Tesla. Hein. NMC plus LFP, hein, 2 batteries différentes. Les batteries sodium-ion, là, dont je vous parle, c'est la puissance. Puissance, 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 puissance. Donc l'électroportatif, c'est évident. Vous êtes utilisateur, vous avez envie que votre batterie se charge en 5 minutes quand vous n'arrivez plus à visser votre meuble Ikea ou autre, d'accord. Et puis secondo, les data centers, c'est pour absorber les pics de puissance et pour absorber les variations dans le réseau, etc., etc. Donc là, puissance, 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 conducteur ionique exceptionnel, c'est ça donc, et certains étudient éventuellement donc, la possibilité de remplacer les batteries au plomb par des batteries au sodium dans les véhicules thermiques qui contiennent encore des batteries au plomb. Donc, ce n'est pas les mêmes batteries, ce n'est pas la batterie qui va vous tracter, mais c'est la batterie qui va faire votre démarrage et qui va se charger vite également. D'accord ? Dernière question, c'était sur... le coût, bah oui, le coût. Et puis même en tant que... Oui, je sais, mais je n'arrête pas d'y penser en fait toute ma vie, mais je vous dis, c'était horrible de se dire d'avoir travaillé sur des composés offerts pour diminuer le coût des batteries, des matériaux qu'on fabriquait, puis s'entendre dire par les chimistes, et puis en fait,
on ne peut pas les recycler, c'est un énorme problème. Et donc finalement, ça augmente son coût environnemental parce que personne ne va vouloir les recycler. Et puis maintenant, le coût, on ne le maîtrise pas parce que le LFP produit en Chine, il est produit à perte. Ils sont en train d'envahir et de tuer toute la chimie. Et des grands chimistes européens, tels que Umicore, je ne sais pas, vous connaissez ces entreprises probablement, qui étaient leader mondial il y a jusque 5 ans des matériaux d'électrode pour batterie, d'accord, a carrément dit le LFP, c'est impossible, on ne peut pas combattre face au coût de production chinois de ce matériau. Impossible. Donc, il se passera peut-être la même chose pour le sodium, malheureusement. D'accord ? Il se passera peut-être... Voilà, c'est le problème. On a un problème industriel quand même aussi, du coup. Là, en Chine, ils se battent sur le dixième de dollar au kilo du matériau. Il y a peut-être une 50aine d'entreprises en Chine qui produisent du LFP et ils se battent là-dessus. C'est hallucinant. Hein, donc la guerre, elle est sur le coût de production du LFP et c'est déjà le matériau qui coûte 5 fois moins cher que le NMC, qui a une plus haute densité d'énergie. Donc c'est super dur en tant que scientifique aussi de vous donner les vrais chiffres. Et je ne travaille pas dans une entreprise d'investissement boursier pour tout connaître tout ça, vous voyez. C'est un petit peu des fois décourageant aussi même, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que sont les procédés de fabrication de l'LFP? C'est quel type de chimie? Comment ça se fait? Ça se fait par batch? Ça se fait en continu? C'est des liquides qui se rencontrent? C'est quoi, des liquides sur des solides? Comment c'est? Pour le LFP, il y a eu un procédé développé au Canada à l'époque. C'est plutôt du solide-solide, et même solide haute température, fusion, trempe, et puis après broyage fin du matériau et retraitement. Ouais. Avec Umicore et notre labo et le CNRS, là c'était en 2005, entre 2005 et 2010, on a déposé des brevets de précipitation en solution du LFP, d'assez beaux brevets, du LFP nanométrique, préparé à 80 degrés, etc., mais pas de développement industriel. Donc il y a plein de techniques. On peut faire de la précipitation, on peut faire de l'hydrothermal, on peut faire plein de techniques de chimie, on peut faire du broyage réactif et un traitement thermique léger après, parce que c'est du fer 2+, donc il faut quand même des atmosphères un petit peu réductrices. Mais bon, maintenant, la spécificité du LFP, c'est qu'il faut le fabriquer avec du carbone conducteur en plus. Ça, c'est la connaissance, le know-how. Il faut absolument une couche de carbone conducteur à la surface de ce LFP pour le rendre électrochimiquement actif. Donc ça, c'est maintenant, au bout de 10 ans, les industriels de la chimie ils maîtrisent à fond, quoi. Et ce qui est produit par... c'est des sortes de cristaux, à quelle taille? C'est des micro-cristaux? C'est des poudres submicroniques, on va dire. D'accord, ouais. Submicroniques, des particules, idéalement, pour le LFP, surtout pour les composés NMC, ce sont des agglomérats poreux. Donc il y a des particules secondaires et primaires, d'accord, de micro-cristaux, mais qui forment des grosses billes qui font plutôt entre 2 et 5 microns. Et les électrodes sont constituées de 2 ou 3 familles de granulométrie pour arriver à la plus grande densité possible de l'électrode elle-même, en fait. Vous savez, les empilements compacts, hein, il faut remplir les interstices avec des billes plus petites et ça marche. Merci. Parce que pour MA3V2PO4 j'avais cru comprendre qu'il y avait des poudres aussi. C'est une poudre, oui. Oui. Poudre de microcristaux, de nanocristaux, enfin de cristaux submicroniques. J'ai une question plutôt commerciale. Donc, si j'ai bien compris, vous fabriquez le produit de base en France et l'assemblage des batteries est fait en Chine parce qu'ils ont des grandes usines capables de le faire. Ma question est la suivante. Vous avez des brevets qui datent, d'après ce que j'ai compris, de 2014, en gros, hein, qui sont valables 20 ans. Les extensions à l'étranger, il faut plusieurs années pour les obtenir. Et donc, il n'y a pas beaucoup de temps qui reste pour les aspects commerciaux. Ma question est, est-ce que vous conservez des secrets de fabrication que vous ne brevetez pas volontairement pour assurer l'avenir? Alors, les secrets de fabrication, oui, parce que là, il y a le partenariat fort avec Solvay, d'accord, et c'est effectivement,
je connais bien Michelin, je connais bien des entreprises comme ça qui... Et puis nous, pareil, on brevette pas, on n'a pas envie de tout dire non plus, quoi. Dans les brevets, finalement, c'est une source d'information très précieuse pour les concurrents éventuels. Donc, il y a également, j'en ai pas parlé parce que c'est pas ma spécialité, mais derrière tout ça, il y a aussi énormément de brevets sur les petites poudres de perlimpinpin qu'il faut mettre dans ce qu'on appelle les additifs, dans les électrolytes, pour limiter la réaction à haute température et ou à haut potentiel, etc. Des additifs hyper importants parce que ce qu'on forme aussi un électron négatif dans une batterie sur le... Parce que électron négatif, c'est du carbone, on appelle ça du carbone dur, du hard carbone. Et donc, lors du premier processus de décharge, se produit une couche qu'on appelle une SEI, Solid Electrolyte Interface, et qui va être hyper influencée par la composition de l'électrolyte et des additifs qu'on aura mis dedans, pour que ça cycle après. C'est-à-dire, il y a une sorte de décomposition, une fine couche d'électrolyte décomposée à la surface du carbone, qui va être le secret de la durée de vie de la batterie après. Donc ça, ces petits secrets-là, ils ne sont pas communiqués ni brevetés souvent. Hein. Donc oui, bien sûr, ils ont... Et puis après, il y a tellement de choses sur la fabrication elle-même des batteries, les calendrages, les grammages et tout ça, que en fait, c'est le know-how de Tiamat. Hein, et j'espère qu'ils vont le garder, oui. Moi, je voulais revenir. Alors, actuellement, les batteries que vous faites fabriquer en Chine et aussi dans votre future factory pour les serveurs, c'est à partir de ce composé avec le NA, vanadium, etc. On va dire que c'est la génération 1. Bon. Mais vous avez montré que vous avez fait des recherches sur différents types de composés, etc., leur stoichiométrie différente. Et puis, entre autres, alors, je voulais savoir, alors effectivement, j'ai repéré celui que Na3, mais avec le fer, les deux fers. Vous pourriez peut-être revenir sur votre slide avec l'ensemble des composés. Est-ce que c'est exhaustif d'abord cette liste? Parce que je dirais que c'est stratégique. C'est un peu votre futur. Et alors, est-ce que vous pouvez nous faire part quels seraient les composés prometteurs, c'est-à-dire qui emploient peu de matériaux chers, parce que le vanadium peut avoir un inconvénient de matériaux soit stratégiques ou voilà. C'était peut-être pas ces composés-là, c'était une liste avec les différents... Ah oui, mais là, c'est des phosphates de fer, vanadium, titanium. C'est un peu tous les mêmes, c'est tous la même structure. Ouais. Ça, c'est juste pour dire mais que tous ces... Oui. vous avez 3 grandes familles de matériaux pour les batteries sodium-ion actuellement. Les couches, les structures lamellaires, alors ça, c'est en termes de densité d'énergie, ça serait l'idéal. C'est juste que c'est des composés bidimensionnels et c'est quasiment la même structure que ceux qui sont utilisés dans les batteries lithium-ion. Hein. LiCO2, dont a parlé Virginie, c'est les mêmes, vous voyez, NaMO2, un métal de transition. Et voilà. Bon, ça, c'est la génération 2 sur laquelle travaillent beaucoup de gens pour avoir des batteries sodium-ion qui seraient capables de tracter un véhicule électrique. D'accord ? Et c'est sur des composés qui sont corrects, mais qui n'ont pas du tout la durée de vie des polyanions. Et puis là, il y a des matériaux aussi assez très, très intéressants, qu'on appelle des bleus de Prusse, bleu, blanc ou jaune de Prusse. C'est des composés mixtes manganèse, fer et des cyanures qui ont des structures très intéressantes et qui ont plein de couleurs très sympathiques. Ils sont étudiés aussi pour d'autres types d'applications et qui, eux, là, par exemple, sont effectivement très, très peu chers. Donc, voilà. Alors nous, on continue à travailler sur les polyanions. D'accord. Vous avez effectivement noté qu'il y avait plein de composés, c'est ça peut-être dont vous parliez, vous voyez, qui contiennent du fer, là, du titane et du fer. Donc ça, on les connaît. C'est que les polyanions, là. Là, c'est que les polyanions, oui. D'accord, parmi les 3 familles. C'est que les polyanions, donc moins de densité d'énergie, mais super stabilité structurale. Et, vous voyez, titane, fer. Ils existent, on les connaît et on est capable de les fabriquer. Et on a 2, 3, 4 thèses en ce moment sur ces composés-là. Donc il y aurait le chrome, le fer, qui aurait le chrome moyen, parce que le chrome 3 il s'oxyde en chrome 6, c'est pas top, etc. Bon bref, on n'est pas fan. Et alors que il possède la plus haute densité d'énergie, là il travaille à 4,5 volts, donc on serait très content, mais on n'est pas fan. Là il y a plutôt NaTi2 à bas potentiel. Et on pourrait avoir, moi je rêve d'une batterie sodium-ion avec un électrolyte liquide aqueux. Alors là on n'aurait plus de fluorure, etc. On aurait de l'eau, enfin avec un sel de sodium. Et décomposé, certes on n'aurait pas une grosse différence de potentiel, mais une batterie peu chère et qui durerait éternellement.
Voilà. Après, pour le couple ENA-fer, Oui. qui effectivement paraît, vous avez dit, moins cher, même. Par contre, vous avez dit l'inconvénient, les chimistes, pour le recyclage, pour la valeur économique, qui n'est pas assez élevée. Bon, je crois qu'il faut peut-être avoir une stratégie, peut-être. Je dis ça en tant les que phosphates de plus, fer plus citoyen, ou internaliser le recyclage. Oui, tout à fait. Enfin, c'est ma suggestion. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais enfin, parce que le recycleur, lui, tout ce qu'il veut, c'est sa valeur financière. Mais il y a recyclage et recyclage. Et il y a recyclage, plutôt, là, on parle de réutilisation du matériau. Donc, on peut pas vraiment le recycler en le détruisant complètement, en refaisant de l'oxyde de fer. Vous voyez, mais le recycler en le régénérant. Ça, c'est ça. Et on travaille beaucoup là-dessus. Voilà. Exactement. Sans passer par des procédés pyrométallurgiques ou autres, etc. D'accord ? Oui, on travaille. Ah oui, on poursuit. Et ce que je n'ai pas dit que là, c'est qu'on n'a que des phosphates, d'accord ? Mais on travaille également beaucoup avec l'anion sulfate et l'anion silicate. Donc là, pareil, on va obtenir d'autres... là, le polyanion phosphate, mais silicate, sulfate, on va avoir d'autres potentiels redox encore, parce que l'effet inductif... Et on a les mêmes structures. Hein, vous savez, des phosphates et des sulfates, il y a plein de composés isotypes, etc. Donc, phosphate versus sulfate, on n'a pas le même degré d'oxydation du coup, parce qu'on n'a pas la même charge négative. Donc voilà, c'est mon terrain de jeu depuis 30 ans et je continue. Et il me reste encore une toute petite dizaine d'années pour faire tout ça. Bien évidemment, vous suivez les publications sur ce sujet. Est-ce qu'il y a d'autres équipes par le monde qui, sur une autre voie, risquent de vous trouver quelque chose qui marche mieux que ce que vous faites ou qui soit moins cher Alors, c'est l'horreur. Ah oui, c'est l'horreur. C'est la jungle. Non, c'est pas la jungle, c'est l'horreur dans le sens la compétition est très rude, ouais. Et en Chine de nouveau, mais aux États-Unis, en Europe, on est plutôt partenaire avec les réseaux, etc. On a quand même consolidé de très fortes collaborations. Mais est-ce que vous avez en tête d'autres couples ou d'autres qui pourraient vraiment dans je sais pas 5 ans, 10 ans vous concurrencer fortement? D'autres groupes, vous voulez dire d'autres couples ou d'autres associations de métaux sur les matériaux de cathode pour batterie sodium-ion, je crois que là, on y est. Enfin, après, il y a des gens qui vont peut-être trouver le miracle pour stabiliser la structure lamellaire sur le cyclage. Bon, c'est la génération de Tiamat. C'est des questions de mise en œuvre. Donc, je ne crois pas trop. Intrinsèquement, la structure n'est pas stable. Et la nature fera que la structure ne sera pas stable. Ça va être très, très difficile de la stabiliser. Mais il y a du progrès quand même. Moi, je vais me concentrer sur les polyanions et essayer d'aller vraiment vers le sodium. Le premier argument qu'on vous donne, c'est pour faire des batteries moins chères qu'au lithium, d'accord ? Donc, si on met un élément de transition plus cher que ceux du lithium actuellement, on se marche sur la tête. Donc, il faut assumer ça, le coût du sodium versus lithium. Donc, il faut aussi un élément de transition très peu cher. Donc, aller vers les phosphates de fer, phosphate, silicate, sulfate de fer. Et on lance 3 thèses là en ce moment, on met le paquet là-dessus. Si je peux juste rajouter, c'est par rapport au réseau, et la notion de réseau est vraiment très importante. J'ai parlé du réseau RS2E, mais il y a aussi le réseau européen Alistor. Et c'est vrai qu'on doit beaucoup à Jean-Marie, parce que Jean-Marie a constaté qu'il y avait des inventions, il y avait des matériaux qui avaient été découverts, des découvertes françaises, et qu'après, au niveau industrialisation, c'était pas français. Et le but de ce réseau, c'était vraiment d'essayer d'avoir une filière courte et des échanges vraiment rapides entre les académiques, où là, il y a vraiment les découvertes, et les industriels, de favoriser des échanges courts. Mais c'est vrai que pour Tiamat, ça a marché, mais on voit quand même que le temps passe vite. Et c'est vrai que par rapport à la durée des brevets, mais c'est vrai, et Jean-Marie, il a voulu soutenir ça et faire en sorte que les échanges soient rapides. Hein. Donc, si je comprends bien, c'est un message d'espoir que vous nous indiquez en disant que les universités et les industries, sur certains sujets, sont capables de travailler de manière étroite et d'avancer vite. Oui, mais le nerf de la guerre, c'est quand même encore le business pour les industriels.
Et ils ne collaborent pas qu'avec nous, petits chercheurs français, européens. Ils ont des fois des collaborations aux États-Unis, en Inde, au Japon, presque sur les mêmes sujets, sans problème. Et c'est normal. Ils défendent leurs intérêts. Et après, ils se lanceront ou pas dans l'industrialisation s'ils estiment que ça va leur rapporter de l'argent quand même. Donc, voilà, nous, on est là pour proposer des choses, mais on ne peut pas influencer tant que ça le monde industriel, je trouve, au final. C'était un peu un rêve de Jean-Marie, mais je pense qu'il s'est un peu heurté quand même à la réalité du terrain industriel après. Même si on garde la passion qu'on a pour faire cette recherche très appliquée. Mais ce n'est pas nous les décideurs au final. Vous voyez, la SAFT, ils décident. Ampère, Renault, ils décident. Et ils décident pas pour nos beaux yeux, quoi. Je pense. Ah oui, c'est ATL en Chine. Le monstre, c'est ATL en Chine. Très bien. Sur ces mots, merci beaucoup. Nous vous invitons tous. Nous vous invitons tous à prendre un pot ensemble en bas et échanger avec. Voilà. Et merci beaucoup. Nous sommes disponibles. Si un jour vous passez à Amiens en Picardie pour nous rendre visite et visiter nos laboratoires, faites-nous signe, hein, d'accord? Oui. Faites-nous signe, ce sera avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci bien.